Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Aujourd'hui, on va commencer avec une info qui ne sent pas très bon pour Ethereum. À peine un mois après l'avertissement de Vitalik Buterin qui avait remarqué que l'espace réservé au blob était déjà à 75% d'occupation en moyenne, voilà qu'un simple airdrop a suffi à temporairement remplir au maximum cet espace. La conséquence, c'est que les roll-up ont dû temporairement payer beaucoup plus cher pour publier leurs données. Cette augmentation s'est très rapidement résorbée puisque l'activité sur le réseau Scroll a vite diminué après l'airdrop. Mais ce n'est pas la première fois que ça se produit et c'est bien la preuve qu'Ethereum a déjà du mal à supporter la montagne de roll-up construit dessus. Il faut absolument augmenter la charge maximale qu'il peut supporter si on veut éviter de voir les frais d'utilisation des roll-up augmenter à nouveau. Car en plus des airdrops comme celui de Scroll qui surcharge temporairement le réseau, il y a aussi de nouveaux roll-up qui arrivent de temps en temps. Le 24 octobre, c'est Kraken qui a dévoilé son futur réseau baptisé Inc, ce qui est presque évident vu que le logo et le nom de la plateforme représentent une pieuvre. Ce réseau sera créé avec l'OP-Stack et un testnet va bientôt apparaître. Le mainnet n'est pas prévu avant 2025, mais il vaut quand même mieux aller s'amuser avec le testnet si vous voulez bénéficier d'un éventuel airdrop plus tard. Et puis, il y a aussi un NFT commémoratif que vous pouvez minter gratuitement ou presque, il faut juste payer les frais de transaction. En cas d'airdrop, la possession de ce NFT pourrait être un critère d'exigibilité, alors si vous avez quelques euros sur la chaîne Optimism, c'est pas une mauvaise idée d'en prendre un exemplaire. Et comme il est question de roll-up, il faut que je mentionne aussi l'arrivée sur zkSync de l'administration argentine. La ville de Buenos Aires dispose en effet d'une plateforme baptisée MIBA sur laquelle les citoyens de la région peuvent accéder aux services gouvernementaux et aux documents dont ils pourraient avoir besoin, comme les actes de naissance, les certificats de vaccination, les relevés d'impôts, etc. Et cette plateforme vient d'être reliée au service QuarkID qui a été déployé sur zkSync. Maintenant, les habitants de Buenos Aires peuvent accéder à leurs documents, gérer leurs rendez-vous ou prouver leur identité sans la révéler grâce à la technologie des preuves à divulgation nulle de connaissances. Ce progrès incroyable fait suite au plan de développement durable que la ville a commencé à établir il y a quelques années. Ce plan inclut notamment la création d'un système d'identité numérique et l'utilisation de la technologie blockchain. Donc pour atteindre cet objectif, Buenos Aires a développé QuarkID. Mais ce service est bien décentralisé et open source contrairement à ce qui était utilisé sur la première version de leur application MIBA. Et il est conçu pour que d'autres villes, d'autres régions, d'autres gouvernements s'en servent aussi, ou utilisent son code pour créer quelque chose d'encore mieux. Pour l'instant, ça fonctionne à une relativement petite échelle puisque ça n'est que pour la ville de Buenos Aires, mais c'est quand même un peu plus de 3 millions d'habitants qui sont concernés, on n'est pas sur un hameau de 25 habitants au milieu de la Creuse. Alors s'il y a des problèmes, ils vont vite devenir évidents, et s'il n'y en a pas, on peut espérer que ce genre de système se démocratisera très vite. Les cas d'usage potentiels sont très nombreux. Par exemple, ça pourrait être utile pour les locataires en quête d'appartements à louer. Au lieu d'envoyer vos documents à des escrocs une fois sur deux, vous pourriez utiliser une application gouvernementale officielle pour prouver votre nationalité, vos revenus et tout le nécessaire sans avoir à révéler quoi que ce soit. Et vous pourriez éviter les arnaques et les usurpations d'identité avec beaucoup plus de facilité. Malheureusement, en France, on est encore loin de voir ce genre de choses arriver avec les législateurs qu'on a. Cela dit, la crypto fait quand même du progrès dans le privé. Cette semaine, un deuxième Carrefour a choisi d'accepter les paiements en Bitcoin, encore une fois à Rouen. Et encore une fois, ça n'est que la décision d'un propriétaire de magasin, pas une décision de la société mère de Carrefour. Pour que l'ensemble des Carrefours du pays acceptent le Bitcoin, il va falloir attendre encore un peu. Alors pour l'instant, allons faire un tour aux États-Unis où une question complètement absurde a fait surface au sujet des airdrops. L'histoire commence avec une marque de vêtements appelée Beba. Cette société, fondée aux États-Unis, travaille avec des artisans kényans pour offrir à ses clients des articles de qualité issus de la région des Aberdares. Et puis il y a quelques temps, les fondateurs de Beba ont décidé de s'aventurer dans la crypto et de se faire un peu de pub en réalisant un airdrop sur le rollup Base. Le jeton offert permet à ses bénéficiaires d'acheter un sac exclusif. Et évidemment, l'ASEC s'en est mêlée. Mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Je veux brûler cette personne! Bienvenue en Amérique où toutes les cryptos sont des titres financiers et où les règles n'ont aucune importance. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour tenter d'asseoir son autorité, la SEC a souvent utilisé un concept qui date de 1946 pour se justifier, le test de Howey. Issu d'une jurisprudence, ce test permet de déterminer si oui ou non un investissement doit être assujetti aux lois américaines sur les titres financiers et donc aux décisions de la SEC. Pour passer le test, un investissement doit répondre à 4 critères. Une somme d'argent doit être investie, l'argent des investisseurs doit être rassemblé dans un but partagé, les investisseurs doivent s'attendre à faire des profits, et les profits doivent être le résultat du travail effectué par d'autres personnes. Les investisseurs ne doivent pas participer au travail effectué. Le texte est un peu daté puisqu'en 1946, il n'y avait pas de crypto, pas d'ICO et pas d'airdrop. Mais la SEC s'est déjà débrouillée dans le passé pour faire des entorses au concept de ce test et d'appliquer ces règles à certaines crypto-monnaies à cause de leurs ICO par exemple. Dans le cas d'une ICO, il y a bel et bien un investissement, ce qui rend les choses un peu plus floues. Mais là, il n'y en a pas, vu que les jetons sont créés à partir de rien et offerts à des gens qui ne les ont même pas demandés. La SEC n'a absolument aucune justification viable, et Beba a donc décidé de se battre.
L'affaire est partie devant les tribunaux et c'est avec le support de toute l'industrie crypto que Beba affronte actuellement l'une des agences fédérales les plus malhonnêtes de toute l'histoire des États-Unis. En Asie ensuite, comme d'habitude, la Corée du Nord fait parler d'elle. D'abord, le 23 octobre, la société de sécurité informatique Kaspersky a révélé un piratage massif impliquant le groupe Lazarus, réputé comme étant le bras armé numérique de la Corée du Nord. Cette fois-ci, ils ont volé le code source d'un jeu vidéo Web3 parfaitement inoffensif, et ils ont changé le nom et fait un peu de pub sur le réseau tout en laissant le code du jeu rester totalement inoffensif, parce qu'en fait c'était le site web de leur jeu qui était conçu pour dérober les crypto-monnaies des victimes. Pour cela, ils ont utilisé une faille de Google Chrome permettant d'exécuter du code arbitraire sur la machine des visiteurs. Cette vulnérabilité majeure a été patchée par Google 2 jours après avoir reçu l'information de Kaspersky, donc si votre navigateur est à jour, il n'y a aucun risque, mais malheureusement, il y a eu quelques victimes quand même. Ensuite, dans une autre histoire qui n'a rien à voir avec le gaming, le Sherlock Holmes du Web3, ZachXBT, a récemment révélé l'existence d'un trader chinois connu sous le nom de Hitsong Wang qui offre visiblement un service de blanchiment d'argent à la Corée du Nord. Ce serait une somme de plus de 20 millions de dollars qui serait passée entre les mains de cette personne pour le compte de Kim Jong-un. Mais est-ce qu'il sera vraiment tenu responsable de ses actions comme ZachXBT le souhaite? J'en doute. La Chine a des liens avec la Corée du Nord qui sont beaucoup plus étroits et beaucoup plus amicaux qu'on le pense, et par exemple ils font régulièrement venir des travailleurs/esclaves nord-coréens dans leurs usines à proximité de la frontière pour fabriquer des produits à moindre coût et les expédier un peu partout dans le monde. Que ce soit des vêtements de grandes marques comme Adidas, Reebok et Nike, de l'électronique ou bien de simples conserves de poissons, vous pouvez difficilement être sûr que ces produits ne sont pas passés entre les mains d'un nord-coréen s'ils ont été fabriqués dans la ville de Dandong. Et dans un pays où rien de tout ça n'est un crime, je doute qu'un type qui se contente de transférer de l'argent d'un compte à l'autre soit réprimandé par la justice. Et maintenant il est temps de finir ce JT avec quelque chose de plus léger. La soi-disant révélation de l'identité de Satoshi à Londres, annoncée il y a quelques jours par une agence de relations publiques complètement inconnue. Et sans trop de surprise, c'était absolument n'importe quoi. Les petits chanceux qui ont pu aller à ce spectacle comique se sont retrouvés face à un dénommé Stephen Molla, dont les inconnus avaient prédit la venue il y a une trentaine d'années. Juste une sorte de fou un peu mystique qui sortait là de monde comme moi. Prétextant des problèmes de prise électrique puis une absence de connexion internet pour retarder l'inévitable, Molla a fini par faire une présentation PowerPoint au cours de laquelle il a prouvé qu'il ne connaissait absolument rien au fonctionnement du Bitcoin, avant de finir par déclarer qu'il n'avait pas la clé privée du portefeuille de Satoshi, mais qu'il pouvait la retrouver s'il en avait envie. Et c'est vrai qu'une centaine de milliards d'euros qui traînent dans un coin, ça n'avait pas super envie quoi. Aller chercher la clé privée, c'est vraiment beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Et donc pour couronner le tout, il a fini son exposé avec une histoire de conspiration selon laquelle la clé serait divisée en 8 parties cachées à plusieurs endroits de la planète pendant que de mystérieux groupes de hackers étaient constamment en train de l'attaquer. On croirait entendre un personnage de François Pérusse qui cherche des excuses pour fuir une conversation. Alors cette semaine encore, l'identité de Satoshi restera inconnue. Et Stephen Molla ira rejoindre Craig Wright dans le club très exclusif des mythomanes incompétents qui ont prétendu être Satoshi sans succès. Sur ce, bonne fin de week-end, bonne semaine et à bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.